Le pouvoir Omen n'est pas juste une attaque, c'est peut-être l'une des capacités les plus dangereuses de tout One Piece. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble tout simplement la personne la plus puissante du verse. Donc bienvenue à tous, aujourd'hui, on va tout simplement réagir au chapitre 1180 de One Piece, qui est sorti quand même tardivement, et on va tout simplement donner toutes les analyses et toutes les théories sur le sujet. Donc juste avant de commencer les gars, n'hésitez pas à follow, liker, commenter, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux. Vous avez accès au Twitter, au Discord et aux souscriptions. Et pour terminer, vous avez deux chaînes secondaires, une qui traite du gaming, mais pas mal de choses, et la deuxième qui traite du TCG. Particulier celui de One Piece, mais aussi d'autres TCG, ça arrive bientôt, donc n'hésitez pas à aller voir parce que voilà, on est de plus en plus nombreux, il y a beaucoup de contenu, donc un grand merci à tous ceux qui soutiennent. Et d'ailleurs, je vous prépare pas mal de choses. Donc let's go pour ce chapitre qui, je l'espère, va être colossal, même si on le sait déjà un petit peu. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on passe directement à la réact et on va commencer avec la première page. Donc voilà, plein d'infos, il va falloir être attentif, gars. Il y a plein d'infos, il va falloir être attentif, les gars. Donc comme vous pouvez le voir, chapitre 1180 Omen, on a tout simplement une petite image où on voit Zeus qui fait tomber des bonbons pour Chopper avec le fameux Vegapunk de Stella qui est tout simplement là. On y voit Nami aussi qui tient un papier de bonbons parce qu'elle vient d'en manger un, tout simple. Du coup, c'est une requête de Hashimitsu, Nameko, et Vegapunk transforme Zeus pour qu'il puisse faire pleuvoir des bonbons. Donc voilà, petite page assez sympa, mais rien de ouf. Passons directement à la base, les gars. Vraiment. Déjà, juste pour commencer, c'est tout simplement somptueux. Commencer comme ça, directement avec une double page. J'adore, hein. Je trouve que c'est rare que Oda fait ça, mais ça nous donne tellement d'informations sur Imusama. Regardez son design, regardez tout simplement les deux bracelets qu'il a au poignet. Ils sont d'un côté esthétiques, mais d'un autre côté, on pourrait imaginer que c'était un ancien esclave. Vous savez que dans le premier monde, il y avait cette dynamique et que tout simplement, ce soit les chaînes qu'il ait gardées depuis tout premier monde, hein, depuis plusieurs millénaires. Donc ça, c'est excellent. On y voit aussi un espèce de pagne qui ressemble beaucoup à l'habit de Nika. Ça, les gars, il faut garder ça en tête parce que c'est vraiment possible, les gars, que ce soit le même habit. Hein. Je vous avais déjà fait la comparaison. On y voit aussi tout simplement ces tatouages somptueux, les points comme ça. Si je me trompe pas, ça me fait penser un petit peu, comme dans le film Wakanda, c'est simplement certaines tribus qui se font une cicatrice comme ça, qui représente tout simplement le nombre de personnes qu'ils ont tué, tu vois, à chaque fois. Et du coup, bah, à chaque fois, ils mettent quelque chose sous leur peau, si je me trompe pas, ce qui fait cette cicatrice, et du coup, bah, ça ressemble un petit peu. Et puis, vu qu'il a la pommade, je sais pas, ça fait écho un petit peu à ça. Après, ça peut être des simples tatouages, parce qu'on y voit aussi également des tatouages ceux qui sont sur ses mains et sur le côté gauche de son visage, fait plus égyptien. Côté linéaire et tout, je trouve que c'est pertinent. Donc voilà, somptueux, l'apparition et les détails sont légendaires. Passons directement à la lecture. Bon, j'ai pas parlé des trois crânes qui font penser énormément à Barbe Noire, mais je pense que c'est peut-être l'objectif depuis le début de Barbe Noire, c'est le monde, et en fait le monde c'est Imu, et si Imu c'est le monde, bah peut-être qu'il porte les trois crânes pour dire tout simplement que son but final c'est de prendre les trois crânes et en même temps de prendre la place du roi du monde, tu vois, c'est son rêve un peu. Donc voilà, petit message de l'éditeur qui dit: le roi du monde arrive à Elbaf. On y voit tout simplement tour d'Elbaf avec Imu à son sommet. On y voit aussi des bruits, donc des onomatopées musicaux, on va dire ça comme ça, qui justement décrit un petit peu l'ambiance de la scène qui est somptueuse. On voit aussi les maisons qui sont transformées, et je pense que c'est Imu qui dit ça, qui apparaît aussi rapidement vers les géants. Quand on voit un petit peu les cases, on comprend qu'il a disparu à une vitesse phénoménale. On n'a même pas eu le temps de voir les déplacements, la direction, non, il se téléporte d'une certaine manière tellement sa vitesse est grande. Et du coup, Imu qui dit qui est le roi de ce pays, et on voit Dory et Brogy dire: t'es qui toi, d'où tu sors? Il n'y a pas de roi dans ce pays. Et du coup, il jette un coup d'œil sur Somers
dans les mains de Gerd et Sommers dit votre grandeur. Et là, cette fois-ci, on voit tout simplement Gerd qui a les doigts coupés et Sommers qui tombe à terre. Ce qui est colossal parce qu'en fait, elle s'est fait couper les doigts, elle s'en est même pas rendu compte au vu de la vitesse d'Imu. Encore une fois, au niveau power scaling, Imu dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Même si on le savait déjà, c'est quand même impressionnant de le voir à l'œuvre. Et on a tout simplement Imu qui s'adresse à Sommers et dit qu'est-ce que tu fabriques ça? Et cette fois-ci, Gerd regarde sa main avec ses 2 pouces et ses 2 index coupés. Tout le monde est choqué. Ajordine crie Gerd, Sommers tombe au sol et Gerd crie de douleur, d'effroi face à la situation. On voit aussi Stansen qui réagit et qui dit les doigts de Gerd, cet enfoiré. Et Chopper dit c'est horrible, c'est qui lui? Donc je pense maintenant que Chopper a vu la scène que il va pouvoir guérir Gerd d'une certaine manière. J'y crois en tout cas. Ensuite, dans la page suivante, on voit tout simplement que Imu-sama est gigantesque parce qu'on a un petit comparatif avec Zoro. Il fait à peu près 2 fois Zoro, donc un petit peu plus petit que la taille de Kaido, tu vois, qui fait à peu près 6 mètres. Là, pour moi, il fait en 3-4 mètres. Ouais, 4 mètres, c'est pas mal. Et on a tout simplement Sommers qui dit sauver et qui a entre les mains son cœur robotique. Et ça, c'est assez marrant parce que, on n'aura pas de réponse sur le fameux point faible de Sommers. Et Zoro avait bel et bien vu juste dans le sens où il a vraiment un point faible. C'est-à-dire que Zoro avait compris que si on détruisait ce cœur-là, ça pouvait définitivement le tuer. Donc, est-ce que c'est propre à Sommers? Ça ressemble un petit peu à Davy Jones aussi, d'une certaine manière, qui avait donné son cœur à Calypso, et c'était son seul point faible. Donc, est-ce que les chevaliers divins c'est la même chose, ou est-ce que ça vient d'autre chose? On verra bien à l'avenir, mais en tout cas ça semble cohérent à mon sens. On a Zoro qui dit t'es un chevalier divin toi aussi. Zoro ne sait pas malheureusement qui est cette personne, mais il va vite le comprendre à la dure. On a tout simplement Ajrodin qui vient et qui dit ce qui est sûr c'est que c'est un ennemi. Et Ajrodin tente de l'attaquer. Stansen dit attends Ajrodin. Imu regarde la scène avec ses yeux magnifiques, hein. Et Stansen donne un coup de pied à Ajrodin pour éviter qu'il se prenne l'attaque de plein fouet. Et c'est du coup la jambe de Stansen qui se fait littéralement découper. C'est impressionnant de voir quelqu'un vraiment découper des géants comme ça, lambda, aussi facilement. Et aussi brutalement. C'est surtout ça, le game changer. On n'a pas l'habitude de voir ça dans One Piece, tu vois. C'est plutôt enfantin et tout, sauf que là, tout a changé. Et ce côté démoniaque, je sais que ça va en ravir plus d'un. On a Stansen qui souffre de douleur suite à la perte de sa jambe. Et Ajrodin, voilà, qui crie, mais qui, je pense, doit être reconnaissant de s'être fait sauver la vie, parce que sinon, il aurait vraiment été coupé en deux. On a Chopper qui, encore une fois, voit la scène. Donc, voilà, ça me rassure sur le fait que, à chaque fois que quelqu'un est blessé, Chopper est choqué d'une certaine manière. Donc, je pense que c'est aussi une manière de nous rassurer sur le fait qu'il est là, il va prendre les choses en main, il va pouvoir soigner ça. Je l'espère. Même si la chirurgie, c'est pas encore ça, oubliez pas que Chopper, ça va être la personne qui va simplement pouvoir guérir toutes les maladies du monde, hein. C'est un petit peu son rêve. Et même si c'est pas une maladie, je pense que soigner fait aussi partie de ses rêves. Donc on a quelqu'un qui dit éloignez-vous de ce type. Ajrodin lui dit pardon Stansen. Brogy à son tour prend la parole pour dire bordel c'est qui lui? Et là Zoro n'arrive plus à contenir sa rage. Il fait une technique à 3 sables, donc parmi les plus puissantes de ces techniques, et il attaque directement Imu-sama avec un Rengoku Onigiri, et Im-sama bloque avec sa queue. C'est impressionnant. De par la taille déjà d'Im-sama, mais aussi de par le fait que voilà, sa queue suffit à combattre Zoro, alors que Zoro fait partie des personnes quand même les plus fortes du monde, même si c'est les plus fortes au sens large, on va dire ça. Et on voit tout simplement le titre du chapitre, Omen, avec Im-sama qui fait une espèce de Mundra, qui fait un rond avec sa main et qui va envoyer tout simplement une attaque sur Zoro avec une flamme noire qui naît du cœur de sa main, mais aussi on a une ligne au niveau de cet tatouage qui vient à cet endroit-là. Donc est-ce que ça pourrait avoir un lien? Je sais pas, mais on va découvrir ça par la suite. D'ailleurs, les kanji signifient énergie démoniaque. Et en plus, c'est marrant parce que ce signe-là, pour ceux qui savent pas, c'est un signe qui représente 3 x 6, tu vois. Donc là, il était un peu comme ça, mais bon, ça marche aussi. Et du coup, on pourrait imaginer que c'est 666, donc le chiffre du diable, ça colle parfaitement avec le personnage. Bon, je sais pas s'ils l'ont utilisé pour ça, mais en tout cas, si c'est pas fait exprès, c'est marrant. Et là, Zoro se prend une espèce de déflagration puissante, on voit son visage perdre du sang, donc voilà. Ça ressemble un petit peu à l'attaque de Saturne qu'il faisait avec ses yeux, sauf que là, bel et bien avec sa main qu'il le fait. On a les nuages noirs d'éveil de fruits du démon, donc on peut imaginer que ça correspond à tout ce qui est diabolique, hein. Et on a aussi, voilà, le tatouage, le design et aussi le symbole de Imu-sama. Donc encore une fois, Chopper observe la scène, donc comme je le disais, à chaque fois que quelqu'un se fait blesser, Chopper observe, et ça veut tout simplement dire qu'il est là pour les guérir à mon sens. C'est comme ça que je le perçois. Imu-sama repère tout simplement Ajrodin arriver, et là on voit Ajrodin légendairement gigantesque et puissant attaquer Im-sama. Donc Ajrodin
Ajrudin, là, dans la position, il a vraiment été mis en mode supériorité, tu vois, en termes de taille, etc. Il a vraiment été mis en valeur, mais c'est justement pour contraster le fait qu'il fait pas le poids, malheureusement. On a aussi plus d'informations sur le design, parce qu'on voit tout simplement le fameux omen d'une certaine manière, un cercle démoniaque dans le dos d'Im-sama, et en fait, ce cercle, de cette manière, ne peut que me faire penser à une seule chose, c'est tout simplement le côté ange, le côté halo, auréole qu'on pourrait avoir au-dessus de la tête. Et là, il a été mis derrière la tête pour peut-être, d'une certaine manière, contraster avec le côté ange, tu vois. Donc moi, je le vois comme un ange déchu, tu vois, comme le diable, tout simplement, dans les mythes bibliques, hein. D'ailleurs, je sais qu'il y a des personnes, ils aiment pas trop que je dise mythe biblique, mais c'est comme ça que ça se dit, hein. C'est pas péjoratif, hein. C'est juste pour exprimer et se détacher un petit peu du côté religion, tu vois. Donc c'est vraiment juste pour séparer et s'inspirer des histoires plus que des choses qui sont du domaine du sacré. Donc c'est plus respectueux de dire ça que le contraire. Donc voilà, parenthèse fermée. Pour continuer, on a aussi des yeux qui rappellent les ophanimes, donc encore une fois des références à la Bible. Et au-dessus, on a l'attaque de Im-sama qui cette fois-ci utilise 2 mains pour lancer l'attaque et les 2 mains déclenchent cette fois-ci une attaque différente. On y voit un espèce de démon sortir des flammes noires. Ajrudin, choqué, ne peut esquiver et il prend la déflagration directement en pleine face. Donc on voit que cette fois-ci l'attaque était explosive. Donc en fonction des Mundra, on peut les appeler comme ça, on a tout simplement des attaques différentes. Tu vois, je pense que Zoro a pris une attaque faible et que vu que c'est asséné à 2 mains, celle-ci était beaucoup plus puissante. Et je pense que c'est juste de la chance. Je pense que Ajrudin va vraiment être KO suite à cette attaque. Il va pas mourir, sinon ça ferait quand même déjà beaucoup de morts. Mais ça permettrait tout simplement à Zoro de pas prendre trop de dégâts. On le voit tout simplement au sol dire merde, sachant qu'il voilà, s'est quand même fait allumer, même si l'attaque qu'il a pris était pas très puissante. Et quelqu'un dit c'est quoi ces flammes noires? Et on voit tout simplement Im-sama continuer en donnant l'omen cette fois-ci à Somers. Et Somers gagne tout simplement la même auréole que Im-sama. Ce qui fait de lui une espèce d'archange, tu vois, j'ai envie de les appeler comme ça, ou des anti-anges, tu vois, d'une certaine manière. Ce qui rend tout simplement la scène encore plus démoniaque, tu vois. C'est vraiment l'antithèse de tout ce qu'on connaît, le côté bénéfique des anges, etc., etc. On a tout simplement le contraire absolu. Et on voit tout simplement que le contraire ressemble comme 2 gouttes d'eau aussi aux anges. Donc c'est assez intéressant d'avoir pris ce genre de parallèle. On continue avec Imu-sama qui encore une fois est présent. On y voit les nuages, mais qui cette fois-ci sont pas dispositionnés comme un éveil, mais plus comme des nuages qui flottent autour de lui. On a pareil le fameux halo avec les yeux qui permet, je pense, de tout voir dans tous les sens. On peut pas le prendre par surprise, je pense. Et Imu-sama dit dépêche-toi Somers, ne me fais pas perdre mon temps. Et Somers répond oui votre grandeur. Donc là on voit tout simplement les maisons d'Elbaf qui sont possédées et Imu-sama et Somers vont dans 2 directions différentes. Et vu qu'Imu-sama s'éloigne, les maisons elles aussi deviennent démoniaques. J'avais vu un commentaire assez intéressant qui disait justement que Imu-sama n'était pas forcément méchant, mais en fait son pouvoir influe sur l'environnement malgré lui. Donc il démonise, on va dire, son environnement sans qu'il le veuille. Et c'est ce qui fait qu'il se contraint à rester à Marichois. Je trouve ça ultra intéressant, surtout que les informations du chapitre corroborent cette théorie. Il y a beaucoup de doutes autour de tout ça et hâte de voir un petit peu comment va évoluer la suite d'Elbaf. Alors cette fois-ci, Chopper parle à Zoro et dit Zoro, vite à l'abri dans ce bâtiment, rassemblez tous les blessés et les enfants qui sont à terre. Et Jarl regarde la scène, choqué, sans dire un mot. D'ailleurs, Jarl, je l'avais déjà dit, on m'avait posé la question de savoir qui d'après toi pourrait mourir à Elbaf, et honnêtement, je pense que Jarl, vu que c'est un ancien, etc., je pense que il a déjà échappé plusieurs fois à la mort. Je pense que cette fois-ci, malheureusement, pour le scénario, pour la narration, il faut bien que quelqu'un y passe, malheureusement. Peut-être même Dory, Brogy, peut-être un des deux, ou peut-être d'autres géants, c'est une possibilité, mais les nouveaux géants, les Mugiwara, tout ça, je pense pas. Impossible. Ensuite, on a quelqu'un qui dit, à travers un escargophone qui retransmet sur l'entièreté de l'île, habitants d'Elba, quelque chose surpassant les chevaliers divins a débarqué sur l'île. Restez tous sur vos gardes. Et là, j'adore parce qu'on a tout simplement Im-sama qui est légendaire. Avec, voilà, sa dégaine d'ange, ses ailes qui sont complètement différentes des ailes qu'on a vues du Domini Reversi. Et ça, c'est très intéressant. Ça donne, à mon sens, des informations sur son appartenance et sa race. Donc je pense qu'il doit avoir plusieurs races. Je pense qu'il doit faire partie des races primordiales. Parce que là, je reconnais le côté Lunaria. Il a une flamme dans le dos, lui aussi, d'une certaine manière, au vu des flammes noires qu'il porte en tant que halo. Donc c'est peut-être une forme supérieure que les Lunaria peuvent développer. Et on a aussi la couleur de peau et les ailes. Donc tout colle. Cependant, il a 2 cornes et ça me rappelle les géants antiques. Sauf que la taille ne correspond pas étant donné voilà, la descendance
de Loki, etc., qui fait que c'est un descendant de géant antique. Et là, lui, il est un petit peu différent. Donc, est-ce que c'est vraiment un géant antique ou est-ce que c'est une race similaire aux géants antiques? C'est une possibilité. Donc, gardez bien tout ça en tête. Et là, on voit les habitants d'Elbaf réagir et dire un truc à débarquer. C'est pas encore fini. Ne lâchez pas vos armes. J'en ai ma claque des incendies et des effondrements. Cette fois-ci, on voit Imusama qui repère à sa droite le bloc où est enfermé Gunko. Et il décide de pas s'arrêter, mais d'envoyer une attaque de canon en faisant en sorte d'invoquer un canon sans vraiment le faire apparaître, juste en faisant apparaître le canon pour justement tirer une balle démoniaque. Je l'appelle comme ça parce que vraiment, on sait pas trop ce que c'est. Mais en tout cas, ça s'intéresse. Et du coup, l'explosion retentit, Im-sama perd pas de temps et poursuit son objectif. On peut supposer que Gunko a bel et bien été libéré malgré le fait que Loki a dit que personne n'était capable de dégeler cette glace. Et là, cette fois-ci, on arrive à une des meilleures pages de ce chapitre, vous allez comprendre très vite pourquoi. Royaume du Soleil, devant l'ascenseur, du côté de Gaban. Ça, c'est le narrateur qui dit ça. Donc Gaban, qui était blessé, réagit à la scène et il dit « C'est quoi ce délire? Je n'ai jamais ressenti un haki pareil, même sur God Valley. » Là, c'est marrant parce que c'est Oda qui a vraiment précisé même sur God Valley, alors que voilà, normalement en tant que fan, s'il dit juste je n'ai jamais ressenti un haki pareil, ça suffisait. Il n'y avait pas besoin de confirmer. Pourtant, il a fait en sorte de confirmer pour justement expliquer aux gens qui est Imusama. Et là, on a tout simplement théorie validée, parce que voilà, je vous l'avais dit depuis très longtemps, mais c'était des choses qui étaient assez faciles à comprendre, même si voilà, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça. On peut maintenant être sûr et certain que Imusama est vraiment monstrueux. Je sais qu'il y avait des théories qui disaient que Imusama est un enfant, que Imusama n'est pas si puissant, c'est juste un petit peu comme Zeno-sama, quelqu'un de très puissant mais qui sait pas se battre. Là, on voit clairement que c'est tout l'inverse. Ensuite, il y a une deuxième chose dont je suis fier, c'est tout simplement que je vous avais dit que Gunko, version Im-sama, version marionnettiste là, avec le pacte, etc., n'était pas suffisamment puissant. Cependant, Im-sama, lui, en tant que tel, était vraiment légendaire. Et si je me félicite de dire ça, c'est parce qu'il y avait des gens qui étaient contre cette idée, mais catégoriquement, qui pour eux, soit d'un côté, c'était impossible, que Im-sama n'était pas si puissant que ça, ou soit de l'autre côté, carrément, on a les deux extrémités, que Im-sama, à travers Gunko, avait la même puissance que Im-sama en temps normal. Donc voilà, trop content parce que voilà, on a réussi à déceler un petit peu tous les détails du pouvoir et en même temps du power scaling autour de Im-sama. Voilà, fallait se féliciter aussi de temps en temps. Alors on continue, et cette fois-ci on est à l'école du Morse, qui prend feu et qui explose, donc je sais pas pourquoi, je pense que ça doit être Luffy et Loki qui ont fait exploser la bouffe pour la décongeler, et on a tout simplement Luffy qui dit tout est cramé, et Loki dit, fais pas le difficile, vaut mieux ça plutôt que ce soit congelé. Et Loki bouffe à mort et dit je vais faire le plein d'énergie, je crois qu'un truc de dingue vient de débarquer. Ça c'est assez intéressant parce qu'on voit tout simplement Loki qui a cramé un petit peu le haki monstrueux de Im-sama. Et on a aussi Luffy qui dit moi aussi ça brûle. Donc je pense que on a tout simplement un parallèle entre Luffy et Loki encore une fois qui montre que bah là actuellement ils sont entre guillemets sur un pied d'égalité. En tout cas dans la manière dont Oda gère la narration et gère les personnages. Et ça c'est trop bien, pourquoi? Parce que ça corrobore ce que je vous disais, vous voyez, la puissance de Loki, la puissance de Luffy. Pour moi même Loki a un plus gros potentiel actuellement que Luffy, à voir s'il est prime ou pas. Et dans tous les cas, je pense que voilà, ils vont avoir besoin de bien manger pour pouvoir combattre Im-sama parce que leurs deux seules puissances, je peux supposer assez facilement qu'ils sont pas assez puissants pour combattre Im-sama. Quand on voit que Roger Garp avait du mal contre Xebec Domireversi, je pense assez facilement que Xebec était beaucoup moins fort que Imusama et que là on a qu'un Luffy et qu'un Loki, malgré leur level complètement monstrueux, je sais pas si ils valent actuellement un Xebec. En fait, ils peuvent valoir un Xebec que s'ils sont prime, et Luffy, on sait qu'il est pas prime, et Loki, c'est une possibilité, mais c'est des choses qui restent à prouver. Donc c'est assez intéressant de voir comment vont évoluer les choses. Je pense pas que ça va bien se finir. En tout cas, soit Imu va partir parce qu'il peut pas rester trop longtemps sur Elbaf, ce qui serait facile scénaristiquement pour éviter qu'il meure, soit Imu va vraiment mourir parce qu'il est mourant, et pas parce qu'il est plus faible que Loki et Luffy. Donc là, on continue avec une case où on voit Nami courir vers les autres en disant « Eh, qu'est-ce qui se passe ?» Et Jinbei répond « J'en sais rien, mais ce haki est terrifiant. Si c'est un membre des Chevaliers Divins, alors sa cible, c'est... » Et il a même pas eu le temps de continuer sa phrase que Gillingham, tout content, crie « Boss !» Merci pour l'omen. Et Sanji dit « Eh, t'es qui toi ?» Et là, on voit tout simplement Im-sama qui est apparu à côté de l'école sur la plage, ce qui donne tout simplement une case complètement
complètement magnifique. Regardez la beauté de la case, on voit tout simplement la puissance suprême. Je suis trop content parce que je le savais en fait. Il y a beaucoup de gens qui critiquent le Gear 5 parce que c'est trop cartoon, parce que ça enlève la tension, ça diminue les combats. Mais en fait, si on a le Gear 5, côté ridicule, enfantin, drôle, c'est un petit peu un synonyme de pureté, tu vois. C'est vraiment l'innocence pure. Et de l'autre côté, on a le démon suprême. Et qui dit démon dit aussi, voilà, une classe monumentale, etc., etc. Donc, on aura un contraste magnifique, je pense, à la fin du manga, quand les deux personnages vont s'affronter. On aura le côté ridicule, ultra drôle, et le côté démoniaque qui rend les scènes complètement légendaires. Donc, j'ai hâte de voir ce que Oda peut faire avec tout ça. Et on a tout simplement Jinbei qui dit, attention Sanji, il est dangereux. Et là, on se retrouve à la page suivante et on voit tout simplement Sanji qui dit qui t'a autorisé à le délivrer. Et je pense qu'il doit être en jambe d'Ifrit, étant donné que, voilà, on lui a dit de pas sous-estimer, s'il attaque avec une simple diable jambe, c'est pas ouf. Et du coup, il lui met un coup. Im-sama, après avoir contré, décide lui aussi de lui mettre un coup de pied. J'ai l'impression qu'il répond par la même technique, tu vois. Et il veut juste montrer que ses coups de pied sont bien plus puissants que ceux de Sanji. Et ça, c'est aberrant. Et Im-sama attaque Sanji de plein fouet avec une jambe enflammée, tout comme Sanji, sauf que cette fois-ci, c'est des flammes noires et que la puissance est sûrement à des années-lumière de ce qu'on connaît. Et là, double page finale, on a tout simplement des gens qui crient Sanji, on y voit des éclairs noirs, mais aussi des flammes noires, hein, ce qui montre complètement la puissance des coups. Jinbei dit, c'est quoi ces flammes noires? Et là, on voit quelqu'un arriver, quelqu'un qu'on connaît très bien, et qui dit, qu'est-ce que tu viens faire sur Elbaf? Imu répond, je cherche la personne qui a assassiné Harald, mon serviteur, il y a 14 ans. Et donc, Loki répond, il n'a jamais été ton serviteur, Harald était mon père, et il était le roi d'Elbaf. Et là, on a une case complètement somptueuse où Loki, énervé, avec des éclairs et la tempête derrière lui, le Ragnir à la main, dit « Et la personne que tu cherches se trouve devant toi. » Et Imu répond « Je vois, si tu n'avais pas été là, nous aurions pu éviter tout un tas de problèmes. » Et Loki répond « Sauf que je fais bel et bien partie de ce monde, je fais partie d'Elbaf. » Et ça, c'est légendaire, les gars, pour une raison simple, parce qu'en fait, Loki, c'est un petit peu comme Ace. Toute sa vie, on lui a reproché d'exister, tout ce qui allait mal, on le mettait sur le dos, et là même Imu-sama se comporte de la même manière. Si tu n'avais pas été là, on aurait pu éviter tout un tas de problèmes. Et là Loki, ça se voit que d'une certaine manière il a accepté qui il était, et que malgré tout il le dit, je suis là et faudra faire avec. Donc ça rend tout simplement cette scène encore plus poétique. Je trouve ça magnifique. Et pour terminer avec la dernière case, on voit tout simplement Loki dire tâche de t'en souvenir, abruti, et le message de l'éditeur dit la confrontation. Donc pas de pause la semaine prochaine, et je suis assez content quand on voit la qualité du chapitre. Magnifique les gars, c'est colossal. Aberrant, franchement là on nous a régalé. Je suis complètement abasourdi de la situation. Donc passons à l'analyse. Ok, c'est parti pour l'analyse de ce chapitre 1180 qui est complètement colossal. Donc évidemment, vous l'avez remarqué assez facilement, la chose la plus pertinente et la plus légendaire de ce chapitre, c'est tout simplement Im-sama, mais par extension aussi le pouvoir d'Im-sama. Donc là on voit tout simplement que l'aspect démoniaque a été mis grave en avant, et grave en valeur aussi, parce qu'on voit tout simplement la suprématie totale de Im-sama. Et dans le prochain chapitre, je pense que assez facilement, Loki et Luffy vont tout simplement se confronter à Im-sama. Donc Luffy est pas encore là, sûrement parce que lui, il met un peu plus de temps à se régénérer, tu vois, au vu de son endurance faible. Mais par contre, je pense qu'il va débarquer pendant le combat ou à la fin du chapitre. Ce serait dommage parce que je pense qu'il va ensuite enchaîner avec une pause Oda. Donc, malheureusement, on n'aura pas Luffy vs Im-sama. Cependant, c'est quelque chose qui va arriver et qui, pour moi, va être monstrueux en termes de puissance, mais qui va se solder par un échec pour Luffy. Je pense que sur la planète entière, on a dit que Kaido était tout simplement la créature la plus puissante au monde et qu'en 1v1, personne ne pouvait se battre contre lui. Là, aujourd'hui, on a la preuve concrète, totale, qu'il y avait quelqu'un capable de le combattre. Cependant, cette personne était invisible aux yeux du monde. Tout simplement parce que si cette rumeur autour de Kaido s'est répandue, c'est de par ce qui a été vu et ce qui a été véhiculé. Cependant, Im-sama, c'est quelqu'un de secret qui ne se montre pas, donc forcément il y a personne qui peut battre Kaido, alors que depuis le début il y avait bel et bien quelqu'un. Donc ça c'est très pertinent à mon sens, et ça explique tout simplement que même si Oda fait dire des choses à certains personnages, sachez qu'il adore faire des exceptions. Par exemple, il aime bien faire manger des fruits du démon à des gens et faire en sorte que tout le monde peut manger qu'un seul fruit du démon. Cependant, il y a quelqu'un qui a réussi à en manger deux. Donc maintenant qu'on a fait ce comparatif avec Kaido, on a tout simplement compris que
Im-sama est bien au-dessus de tout ça. Et d'ailleurs, c'est pas la seule personne qui est bien au-dessus de tout ça, parce que on peut imaginer que grâce à l'Omen, donc son pouvoir suprême, il est capable d'octroyer une puissance phénoménale à d'autres personnages, comme par exemple Garling, comme par exemple Shamrock, comme par exemple certains Gorosei qui pourraient être monstrueux, hein, imaginez Venusjuro, Jupiter ou autres. Pour moi, ça montre quelque chose de légendaire. Ça montre tout simplement que, en fait, le Gorosei, Chevalier Divin ont montré énormément d'informations, mais malgré tout ça, ils n'ont pas montré leur prime parce qu'en fait, grâce au cheat code d'Im-sama, ils peuvent avoir des power-up assez facilement. Comme on l'a vu avec Somers qui a tout simplement sauté hyper loin, hyper vite, aussi vite que Im-sama, ce qui montre tout simplement que grâce à ce cercle, puissance a été augmentée. Donc ça, c'est une des choses que je voulais notifier. La deuxième chose, c'est en rapport avec Shanks, on me l'a fait remarquer, c'est que Shanks, on sait que c'est la seule personne capable de se déplacer assez vite dans l'univers de One Piece. Mais ça, c'est pertinent parce qu'à chaque fois, je vous dis que il faut prendre en compte la temporalité, le fait que ça fait que 2 jours qu'on a quitté Egghead, donc les personnages différents dans l'univers de One Piece n'ont pas pu se déplacer de manière abusée, on va dire ça comme ça, parce que il y a des distances à respecter, il y a l'aspect temporel à respecter. Donc Dragon, on l'a vu, il était loin, donc lui, je pense pas qu'il va arriver. Pareil pour plein d'autres personnages, et je m'apprêtais à dire la même chose pour Shanks, sauf que Shanks est la seule personne capable de faire ceci. Donc effectivement, il pourrait tout simplement se ramener sur Elbaf. C'est quelque chose que je vous avais déjà dit, le fait que voilà, Elbaf soit le territoire de Shanks, le fait que Shanks à Wano a dit que ils allaient bientôt se revoir avec Luffy, font en sorte que voilà, le terreau propice pour les retrouvailles entre Shanks et Luffy a été bien mis en place, tu vois. Donc c'est quelque chose de probable. Après, pour moi, il n'était pas à Elbaf en train d'attendre que Luffy arrive, ça pour moi c'était impossible. Cependant, arriver en fin d'arc au niveau combat, etc., pour justement prêter main forte, ça c'est quelque chose que tout le monde rêve, et ça ferait tout simplement un plot twist magnifique. Donc ça c'est pertinent. Ensuite, une autre information qui a été dite dans le chapitre qui est ultra pertinente, c'est tout simplement les paroles de Gaban, qui explique tout simplement que le haki qu'il vient de percevoir n'a jamais été vu, pas même à God Valley, les gars. Ça montre tout simplement que c'est un haki colossal, supérieur à Xebec Domi Reversi. Donc quand tu connais ça, quand tu comprends aussi qu'il y avait Garp Prime et Roger Prime, tu dis donc Gaban, ce qu'il a vu à God Valley, il l'a jamais vu dans le reste du monde, étant donné que bah voilà, c'est déjà le combat de la vie de Roger, hein, c'est quelque chose que j'arrêtais pas de vous dire, hein. C'était aussi l'endroit où s'est passé le plus gros incident sur les 40 dernières années à mon humble avis. Donc quand tu comprends ça, tu te dis ok, Gaban mentionne ça, et en plus il mentionne le fait qu'il a jamais vu rien d'autre d'aussi puissant dans le reste du monde. Donc on a bel et bien les personnages les plus puissants de l'époque de God Valley, et en même temps, rien n'a atteint ce level-là depuis God Valley. Ça confirme énormément de choses. Déjà, ça suppose que Shanks n'est pas au level de son capitaine. C'est quelque chose que je vous disais, il y a beaucoup de personnes qui pensent que Shanks est Yonkou plus, qu'il est très très fort. Pour moi, Shanks, il est au level Kaido, pas plus. Et c'est déjà une prouesse monstrueuse. Ou moins, évidemment. Et toutes les autres personnes qui peuplent le monde de One Piece, qui ont rencontré Gaban, sont en dessous de Roger, Xebec et Garp pendant l'époque de God Valley. Donc quand tu prends ça en compte, tu vois un petit peu que le power scaling se dévoile petit à petit, et qui explique que voilà, les personnes les plus puissantes de leur génération sont des personnes que personne ne peut dépasser, à part ceux qui ont hérité de leur volonté. Et on sait que ces personnages sont tout simplement Luffy, Barbe Noire, et Imusama rentre dans ce cadre-là, pas parce qu'il a hérité de la volonté, mais tout simplement parce que c'est la personne qui a vu toutes les époques défiler sous ses yeux. Et c'est en même temps, d'une part, l'ennemi principal du monde, en tout cas de Joy Boy et potentiellement de cette génération, et ça donne énormément d'informations sur le power scaling. Donc malgré le fait que Gaban a vu le pouvoir de Loki, il le met quand même en dessous du pouvoir de Roger. Là pareil, ça montre que Loki n'est pas à son prime d'une certaine manière. Il est capable de battre Harald, qui était capable de rivaliser avec Xebec, mais il faut bien comprendre que à God Valley, c'était Xebec version Domi Reversi, donc peut-être un peu plus puissant. Même si le haki représente la volonté, il faut savoir que peut-être qu'il avait, grâce au Domi Reversi, une volonté beaucoup plus grande, étant donné qu'il y avait plus de freins psychologiques. On peut le prendre comme ça d'une certaine manière. Et pour terminer avec ce côté un petit peu power scaling, on a tout simplement compris que Luffy, Loki et toutes les personnes
présentes actuellement dans l'œuvre de One Piece ne sont pas encore prime, ce qui montre tout simplement que la marche de progression n'est pas terminée. Ce qui était logique à mon sens, mais il y avait encore pas mal de récalcitrants autour de tout ça. Donc ça montre tout simplement qu'il y a beaucoup de progrès à faire pour atteindre ne serait-ce que le level de Xebec, et oubliez pas que les nouvelles générations sont censées dépasser les précédentes, et c'est assez logique parce que Joey Boy a perdu, et qu'il faut absolument que Luffy gagne, tout simplement. Donc gardez bien ça en tête, parce que pour moi c'est ultra pertinent. Donc je m'arrête sur ça, parce que voilà, ça fait quand même une grosse vidéo, et on reviendra tout simplement la semaine prochaine pour la suite du combat entre Loki, Imu, mais aussi potentiellement Luffy. N'oubliez pas, en fin de live les gars, en fin de vidéo, n'hésitez pas à follow, liker, commenter, à nous rejoindre sur tous les réseaux, vous avez le Twitter, le Discord et les souscriptions, et pour terminer, vous avez 2 chaînes secondaires, une dédiée au gaming, une autre dédiée à One Piece TCG, mais aussi au TCG en général. Donc n'hésitez pas à les checker parce qu'on fait énormément de contenu, on essaye voilà de vous régaler au maximum. Donc un grand merci à tous ceux qui prendront le temps de soutenir la chaîne. Donc voilà, je vous laisse sur ça, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, ciao l'équipe.